De moi-même, je répugne à parler. Je me nomme Antoinette. Que vous dire de plus? J'ai passé ma vie pour une femme de bien, parée de toutes les vertus, parce que j'étais belle et que je parlais peu. Mais en mon fort intérieur, je ne détestais pas rire. Première dame d'honneur à la cour, je possédais aussi ce château. Un jour où je m'y étais retirée, c'était du temps des guerres civiles, un cavalier m'apporta une missive. Elle était de la main du roi. Depuis son campement d'Ivry, à 7 lieues d'ici, voilà qu'il m'annonçait sa visite incessamment dans ce château. Mon Dieu, cet honneur ne me réjouit pas. Si je vous disais seulement le surnom de ce roi, vous comprendriez mieux mon souci. Allez, c'était le ver galant. C'est dit. Je n'oserais vous lire la lettre qu'il m'avait écrite. Ce n'était pas la première fois qu'il me déclarait sa flamme. Mais cette fois, il voulait m'assiéger ici pour me troubler de toute sa majesté et me forcer comme une biche au bois. Je ne pouvais, sans l'offenser, me dérober à sa visite. Je fis illuminer le château, je fis cuisiner de la poule au pot. Ici même, il fut dansé, il fut ri. Moi-même, je restais timide. Mais il prit ma rougeur pour un signe d'amour. Le diable à quatre se croyait en terrain conquis. Son panache blanc frétillait, et quand on l'amena à sa chambre, il crut que j'allais l'y rejoindre. Or, son attente fut très longue, parce que je ne suis jamais venue. On me chercha, on ne me trouva pas. Où étais-je? C'est tout le stratagème. Si le roi avait eu la tête à surveiller la scène, peut-être eût-il aperçu le sillage, entendu le clapotis des rames au passage secret de la nef des dames, quand à mon signe nous avons traversé. Voyez en face, sur l'autre rive, la maison pour la nuit où, les pieds trempés, nous nous réfugiâmes. Elle a gardé le nom de la vacherie. Je me suis plus tard expliqué avec le roi Henri. Sire, je suis de trop petite naissance pour être votre épouse, mais aussi de trop haute pour être votre maîtresse. Les hommes, même les plus brutaux, peuvent se polir et s'adoucir, pour peu qu'ils entendent quelques paroles de bon sens. Au Nouveau Monde, il reste encore quelques humains sauvages portant le nom barbare de Micmac, qui ne connaissent pas l'Évangile. J'ai su convaincre d'envoyer à leur rencontre des missions pour les instruire et les rendre aimables. Un jour, hommes et femmes vivront en paix, d'un bout à l'autre du monde. Je songe à cela parfois, depuis ce donjon, en contemplant l'horizon, à ces autres humains que je ne connaîtrai pas. C'est la même couleur. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à vous, Monsieur Tranier. Je me présente, Louis-Antoine de La Rochefoucauld. On a le plaisir de vous accueillir grâce au foyer rural, grâce aussi aux équipes de l'EPCC du Château de La Roche-Guyon pour cette conférence autour d'Antoinette de Pons qui nous a tous inspirés puisque Antoinette de Pons a d'ailleurs été une des dernières avant l'arrivée des La Rochefoucauld, que l'on représente encore 650 ans après, et on a d'ailleurs voulu lui rendre honneur au travers d'un jean, le jean de la Marquise, que vous pouvez retrouver
en boutique très riche, de très bons ouvrages, beaucoup d'articles de qualité. N'hésitez surtout pas à vous y rendre. Mais revenons-en à nos propos aujourd'hui. Le sujet de notre conférence autour des femmes qui s'emparent du pouvoir politique. Et du coup, je me permets de vous présenter Monsieur Tranier. Vous nous venez de Lyon. Vous êtes enseignant dans le secondaire, mais vous intervenez également en université. Vous êtes rédacteur de manuels scolaires et aussi co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Vous êtes docteur en histoire moderne à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire culturelle et religieuse, et en particulier, du coup, des rôles des femmes dans le pouvoir politique. Vous êtes également président de la CFR, la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, qui nous permettra d'ailleurs de pouvoir, on va dire, traverser l'océan pour continuer à parler d'Antoinette. Petite présentation, même si elle sera forcément moins théâtrale que celle que vous venez d'avoir. Du coup, Antoinette de Pons-Rivera, comtesse de La Roche-Guyon, marquise de Guercheville, qui a vécu entre les années 1560 et 1632, fut une des premières dames d'honneur de Marie de Médicis. Elle finança également un certain nombre d'expéditions de Jean de Poutrincourt en Nouvelle-France, on a pu en parler tout à l'heure. Monsieur Tranier, pouvez-vous nous écrire un peu plus sur justement Antoinette de Pons ? Tout d'abord, merci pour cette invitation et à parler d'Antoinette de Pons à La Roche-Guyon et pour votre présentation. Alors, il me semble important effectivement de resituer un petit peu Antoinette de Pons dans sa carrière, si je puis m'exprimer ainsi. Et pour rebondir sur la présentation théâtralisée, de trop haut lignage pour être maîtresse du roi et trop petit lignage pour devenir reine. Bon, l'expression est sûrement apocryphe, mais néanmoins recèle quelque chose qui est assez intéressant. Antoine de Pons est issu d'un lignage, les Pons, on se trouve du côté de la Saintonge, donc centre-ouest du royaume de France, mais un lignage qui se caractérise à leur naissance au XVIe siècle par le service de la couronne, le service du roi de France. Et ce qui va lui conférer une importance politique de premier rang. Alors, Antoinette de Pons, vous avez quelques détails ici généalogiques, donc se caractérise par ces deux mariages. Donc le premier qui concerne directement La Roche-Guyon avec Henri de Scie, et qui explique donc son arrivée ici. Elle devient veuve en 1586, alors le fameux épisode avec Henri IV, on est quelques années après, donc elle est veuve, mais elle se remarie en 1594 avec Charles du Plessis-Liancourt, et ce qui est intéressant, c'est que on reste d'ores et déjà dans un milieu assez comparable. C'est-à-dire qu'Antoine de Pons est issu d'un lignage qui sert la couronne, qui se caractérise par sa fidélité pendant les guerres de religion. Mais ces deux époux ont exactement les mêmes caractéristiques. Et lors de la prise du pouvoir par Henri IV, cette caractéristique-là va s'avérer fondamentale. Alors, Antoine de Pons, par elle-même, elle a une véritable carrière à la cour. Demoiselle d'honneur de Catherine de Médicis, puis dame de Louise de Lorraine. Alors, Louise de Lorraine, c'est l'épouse d'Henri III, donc le dernier des Valois. Et donc, effectivement, elle va devenir dame d'honneur, première dame d'honneur de Marie de Médicis. Donc, un exemple, a priori, tout à fait réussi de carrière où elle a gravi en quelque sorte les échelons possibles pour une dame à la cour. Des demoiselles d'honneur, vous pouvez en trouver, alors au XVIe siècle ça va être très variable, mais entre 20 et 50. Le statut de dame est déjà un statut plus envié et enviable. Elles sont une quinzaine, une vingtaine. Voilà. Dame d'honneur, vous en trouvez entre 3, 5, 6. Et elle devient même première dame d'honneur. Donc déjà pour situer un petit peu dans la hiérarchie sociale et politique.
Alors, ce qui vaudra évidemment reconnaissance aussi pour ces deux époux. Donc ça semble être un point important. C'est donc quelqu'un qui, en tant que dame à la cour, va se retrouver au contact direct des protagonistes politiques majeurs. D'autant plus que nous sommes dans le règne d'Henri III, donc les guerres de religion, des conflits extrêmement graves, et les femmes de la cour vont souvent servir d'intermédiaires pour négocier. Je pense par exemple en 1588, lorsque Henri III, après la journée des barricades, doit quitter Paris. Eh bien, tel n'est pas le cas de sa femme, Louise de Lorraine, et de sa mère, Catherine de Médicis, qui vont négocier avec le duc de Guise. Et les dames, autour de la reine et de la reine-mère, sont là. Donc faire carrière à la cour, ce n'est pas simplement bénéficier des avantages de la cour, éventuellement de la protection royale, c'est être aussi dans une situation de potentielle participation, sinon au pouvoir, du moins à l'influence politique. Et dernier indice de cette insertion réussie, c'est le portrait que vous avez ici d'Antoinette de Pons. Portrait archétypal, c'est-à-dire que pratiquement toutes les dames de la cour qui veulent se faire représenter se font représenter exactement de la même manière. Mais ce qui indique bien voilà, qu'elle est pleinement intégrée dans comment être une dame à la cour et comment être perçue et être vue comme une dame d'importance à la cour de France. Cette importance-là, eh bien, elle va être quelque chose d'extrêmement important pour Henri IV. Henri IV est un cousin extrêmement éloigné d'Henri III, lorsqu'Henri III donc est assassiné par le moine Jacques Clément. Henri IV, à ce moment-là, est de confession donc protestante, donc ça réactive bien évidemment les tensions en pleine guerre de religion, et Henri IV a pleinement besoin de soutien. La Roche-Guyon, du fait de sa situation intermédiaire de France-Normandie, est un lieu géostratégique. Antoinette de Pons, son mari décédé précédemment, ont servi la couronne. Il est extrêmement important pour Henri IV de gagner des soutiens au-delà de la seule sphère réformée protestante, mais aussi catholique, fidèle à la couronne, pour bien montrer sa capacité à rassembler. Et d'ailleurs, Henri IV n'en sera pas dupe, puisqu'il gratifiera Antoinette de Pons, donc notamment le marquisat de Guercheville, qui va lui donner le nom sous lequel on le désigne le plus souvent dans les sources. Monsieur Tranier, lors de notre préparation, on a échangé aussi sur les types d'influence des femmes politiques. Est-ce qu'on pourrait rentrer justement dans ces différents types d'influence et les rôles, entre autres, qu'Antoinette de Pons a pu jouer? Alors, sur la question des influences, faire un petit excursus pour revenir ensuite sur Antoinette de Pons. Et je pense que le plus simple est de commencer par quelques figures connues et quelques figures généalogiques également, que nous trouverons un peu après. Donc là, c'est la Roche-Guyon, bien évidemment. Alors, l'influence. L'influence, c'est d'abord la visibilité. Pour une dame de l'aristocratie, pour une dame de la cour, l'influence se joue à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Elle se joue dans la gestion de ses domaines, la Roche-Guyon notamment. Elle se joue à travers son insertion dans un lignage. Donc vous êtes ici, alors non pas la Roche-Guyon, mais à Liancourt, donc dans l'Oise, avec le monument funéraire donc, de Charles de Plessis, Liancourt et d'Antoinette de Pons. Monument funéraire qui va inscrire une présence dans la pierre, dans le marbre, peu importe, mais qui inscrit une présence. Et enfin, donc une présence à la cour où peut pleinement s'exercer, cette fois, l'influence politique. Alors la cour, si je puis m'exprimer ainsi, c'est une sorte de réseau social.
Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme tout réseau social, la cour est fondée sur le fait de collectionner les amis. Alors, des amis qui n'en sont pas nécessairement. Mais des amis que vous croisez, des personnes que vous croisez, avec lesquelles vous êtes en relation, plus ou moins obligée, avec lesquelles vous partagez des moments, on va dire, de convivialité. Vous avez ici un bal à la cour des Valois. Mais sous cet apparent désordre du réseau social, vous avez en réalité quelques logiques qui vont pouvoir se distinguer. Si j'ai choisi ce tableau, c'est parce qu'on y voit aussi bien des femmes que des hommes. La cour est un lieu de rencontre, mais contrairement à ce que ce tableau pourrait laisser croire en premier lieu, on est là dans les années, donc probablement 1580 ou un petit peu après, c'est-à-dire un moment où la tension politique est vraiment plus que palpable, et même à son comble. Et je dis tension, mais en réalité, le règne d'Henri III va être émaillé lors de duels politiques, même d'assassinats, on pourrait dire, de plusieurs épisodes des guerres de religion, donc tout n'est pas si convivial ni joyeux que cela. Mais la cour va offrir cet écrin où l'on peut discuter, où l'on peut échanger, où l'on peut peut-être potentiellement apaiser les choses. Et les femmes y ont une place, un rôle de premier ordre. Cette influence politique, elle se mesure aussi à travers une condition, un statut. Un statut qui est celui pour une femme de faire partie d'un lignage. Alors, pour les grandes dames comme Antoinette de Pons, a-t-on de l'influence, a-t-on potentiellement du pouvoir parce qu'on est une femme ou parce qu'on est issu d'un grand lignage ou parce qu'on est l'épouse de quelqu'un ? Les trois à la fois, évidemment. Alors, je me suis permis ici de mettre donc ce petit tableau généalogique-là, que j'ai intitulé « Une succession en lignée féminine dans la France de la Renaissance ». Ce qui, a priori, est une absurdité, puisque la particularité donc, du royaume de France, c'est la fameuse loi salique, qui donc exclut les femmes de la couronne. Or, si l'on se penche un petit peu sur les successions dynastiques, qui ont été quand même émaillées de plusieurs crises de succession à la Renaissance, eh bien, on s'aperçoit que ces femmes, elles ont peut-être eu un rôle de premier plan. Pour prendre quelques exemples, donc vous avez Louis XI avec Charlotte de Savoie tout en haut, qui va donc marier ses deux filles et son fils. Jusqu'ici tout va très bien. Donc son fils Charles VIII décède donc fort jeune, 1498. Et c'est un cousin, donc le duc d'Orléans, qui va lui succéder, mais dont vous remarquez qu'il était aussi son beau-frère, via Jeanne de France. Si je vais une génération plus loin, Louis XII n'aura pas, il a essayé d'avoir des fils, bon, ça ne marche pas, et sa fille aînée, Claude de France, va épouser notre cousin, donc premier prince du sang, François d'Angoulême, qui va donc devenir François Ier, mais qui est aussi le gendre de Louis XII. Voilà. Alors, on pourrait continuer ainsi, avec la fameuse reine Margot, qui épouse donc, le futur roi de Navarre et le futur Henri IV. Voilà, on peut établir une sorte de lignée féminine, finalement, qui alors, facilite ou sécurise. Je ne remets absolument pas en cause cette exclusion des femmes à la couronne. Ce que je veux simplement dire, c'est que finalement, à chaque génération, il y a le souci, en quelque sorte, de sécuriser des successions, et donc des rôles politiques, dans lesquels les femmes ont un rôle éminent, véritablement. Donc, voilà, par exemple, un des biais aussi, c'est-à-dire s'inscrire dans un mariage, notamment, et pour Antoinette de Pons, pour revenir là, veuve en 1586, donc fin du règne d'Henri III, se remarier en 1594, début, grosso modo, du règne d'Henri IV, toujours avec quelqu'un qui s'est distingué
par sa fidélité au roi, un sens très fort au niveau politique. Vous l'avez cité tout à l'heure, on est aussi dans une période de guerre constante en Europe. Les hommes sont donc aussi présents sur le champ de bataille et du coup les femmes prennent de plus en plus d'importance. On en parlait notamment dans l'industrie, les métiers à tisser. Peut-être également un mot aussi sur cette présence des femmes dans l'activité économique. Alors, sur la présence des femmes dans l'activité économique, pour en dire un mot assez bref, puisqu'on en reparlera peut-être après par rapport à l'Acadie et au Canada, le rôle probablement premier d'une femme, du fait, comme vous l'avez justement souligné, de l'éloignement fréquent des hommes de l'aristocratie, de la haute noblesse et de la noblesse tout court au XVIe siècle, guerre d'Italie, puis guerre de religion, c'est la gestion des domaines, la gestion du château. Donc ce sont souvent les châtelaines qui sont au contact direct des comtes, du faire-valoir, de la mise en valeur des terres appartenant à la seigneurie, qui perçoit éventuellement les droits, les taxes. On a la Seine ici, donc souvent on peut avoir des taxes sur le passage, par exemple. Et donc, elles sont en première ligne, si je puis dire, dans la gestion économique, foncière, fiscale. Et ce sont souvent elles qui visent d'ailleurs les registres de comptes. Alors ce n'est pas forcément le type de document dans lequel on s'attendrait prioritairement à trouver des femmes, mais les registres de comptes sont souvent des biais intéressants pour les historiennes et les historiens. Le troisième point sur l'influence des femmes dans la politique, on en discutait ensemble, c'est l'influence religieuse également et leur rôle dans les missions. Alors là, évidemment, c'est quelque chose qui va être fondamental pour Antoinette de Pons, qui est donc effectivement ce rôle, cette fonction et cette représentation par rapport à la religion. Alors, plusieurs points néanmoins. Peut-être on pourrait avancer. Voilà. Alors, ce rôle par rapport à la religion est un rôle qui est multiple. Je dirais que traditionnellement, le rôle dit d'éducatrice, qui est affecté aux femmes. Rôle éducatrice, bon, qui est relativement classique. Dans la France des guerres de religion, on va retrouver souvent des femmes qui vont être impliquées, alors soit dans un camp ou un autre, donc catholique, protestant, pour aller vite, ou aussi dans une démarche irénique, c'est-à-dire pour contribuer à faire émerger la paix, également. La paix civile et la paix de religion ne sont pas antagonistes, bien au contraire, elles sont même tout à fait complémentaires. Et donc faire la paix, c'est un rôle religieux. Dans l'intervention tout à l'heure théâtralisée, il était question d'Antoinette de Pons rêvant d'une paix universelle. Alors oui, on est dans cette thématique-là. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors le grand sommet, si je puis dire, au XVIe siècle, concernant les femmes et le désir de paix et la diplomatie, c'est la paix des dames en 1529, avec des protagonistes qui sont toutes de grandes dames, donc Louise de Savoie, la mère de François Ier, Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, tante de Charles Quint, et le tout s'est déroulé, alors pas seulement les négociations de paix, se sont en partie déroulées dans l'hôtel de Marie de Luxembourg, comtesse de Vendôme, et se faisant une des ancêtres d'Henri IV. Et on reste dans un milieu extrêmement resserré ici. Donc, un rôle religieux qui a donc déjà plusieurs facettes ici. En ce qui concerne Antoinette de Pons, on est donc quand même
bien après 1529. Donc on va être dans un contexte un petit peu différent. On va peut-être pouvoir avancer, mais plusieurs. Alors, oui, alors c'est vrai que j'avais... si, ça va aller très très bien. Un rôle un petit peu différent. Là je parle de dames à l'avant-garde culturelle et religieuse. Bon. Et c'est une posture... Alors, le mot posture peut sembler comme ça un petit peu factice. Mais quand on vit en partie à la cour, afficher une posture n'est pas nécessairement quelque chose de factice, mais peut être l'expression de sentiments profonds. Après, c'est toujours le problème pour l'historien de faire la part des choses, du sentiment profond, intérieur, et de ce qui est visible et perceptible. Mais néanmoins, des dames à l'avant-garde culturelle et religieuse au XVIe siècle à la Renaissance, on en rencontre plusieurs. Alors, l'une des plus célèbres, c'est la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre. Je vous ai mis là le titre, très très succinct, comme vous pouvez le voir, d'un des ouvrages de Marguerite de Navarre, le dialogue en forme de vision nocturne entre très noble et très excellente princesse, Madame Marguerite de France, et l'âme sainte de défunte Madame Charlotte de France, le miroir de l'âme pécheresse, etc. etc. Marguerite de France, c'est vraiment une actrice de la réflexion religieuse, enfin Marguerite de Navarre plutôt on dirait, de la réflexion religieuse dans la première moitié du XVIe siècle. La cour, ce n'est pas juste cet univers de bal que je vous ai montré tout à l'heure, c'est aussi un univers où la réflexion religieuse et théologique est très présente. Antoinette de Pons est dame de Louise de Lorraine, donc l'épouse d'Henri III. La bibliothèque de Louise de Lorraine est assez largement composée d'ouvrages de théologiens italiens, espagnols, assez importants. Et donc Antoinette de Pons, voilà, elle vit dans ce milieu-là, elle y participe. Alors, elle va être bien plus proche des pères jésuites, mais ce qui va correspondre à son époque, c'est-à-dire les années 1590, 1600, 1610, et ce qui va correspondre aussi à une nouvelle période qui est celle de la réforme catholique, c'est-à-dire une sorte de reconquête, si vous voulez, catholique, qui passe par la civilisation des mœurs, la purification en quelque sorte des pratiques religieuses, et un intérêt véritable de prosélytisme religieux pour amener à la religion du Christ des populations qui l'ignorent. Sauf que ces populations peuvent être aussi bien les protestants que les Micmacs. Donc on en a parlé, les femmes ont une place sous 4 formes. On a parlé du mariage, on a parlé de la culture, on a parlé de la religion. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais on voulait revenir dessus, sur la place économique, et notamment Antoinette de Pons en Nouvelle-France. Voilà. Puisque c'est quand même... là, alors on va peut-être avancer un peu plus loin. On reviendra après éventuellement. Voilà. Merci. Alors, la grande aventure, entre guillemets, d'Antoinette de Pons, c'est la Nouvelle-France. Alors, peut-être plus précisément, l'Acadie, pour se situer, et la région autour de Port-Royal. Alors, on ne peut pas parler de colonisation véritablement avant, on va dire, la fin du règne de Louis XIII. En tout cas, avant la fin du règne de Louis XIII, on va plutôt se situer dans des entreprises de colonisation qui sont souvent des entreprises commerciales. Vous avez les Terras Nevas, depuis fort longtemps, qui connaissent les eaux de l'Atlantique Nord, donc la pêche à la morue. Les coureurs des bois sont déjà là dès la fin du XVIe, c'est-à-dire ces espèces d'aventuriers qui vont faire du commerce, donc du côté du Québec, l'Acadie, du Canada actuel, pour récupérer des fourrures, par exemple. Et c'est dans ce contexte que Antoine de Pons va s'intéresser à ces aventures de colonisation, ces entreprises de colonisation, qui sont souvent des entreprises commerciales en réalité, qui sont le fait de capitaines marchands, de petits nobles en désir d'aventure en quelque sorte,
et surtout de richesse, qui se lancent dans ces entreprises et voilà, qui veulent aller acheter un maximum ou échanger un maximum d'objets de l'autre côté de l'Atlantique pour les revendre sur le marché parisien et en particulier à la cour. Et donc il n'est pas si étonnant que cela que la première dame de la cour s'intéresse à l'Acadie. Parce que la cour va consommer des objets, finalement, qui proviennent de la fourrure, donc je disais, qui proviennent de ces contrées-là. On peut avancer peut-être. Alors, Antoinette de Pons, de consommatrice d'objets de luxe, en quelque sorte, comment va-t-elle devenir une actrice majeure de ces entreprises coloniales? Alors, pour aller vite, elle va mobiliser finalement 4 sortes de réseaux. Je parlais de la cour comme un réseau social tout à l'heure. Bon. Alors, elle va donc mobiliser son réseau à la cour. Elle est première dame et donc elle contrôle l'accès à la reine. Alors je dis la reine parce que nous sommes en 1610-1611, donc Henri IV est tombé sous les coups de Ravaillac. Donc elle va contrôler l'accès de qui veut demander de l'argent à la reine Marie de Médicis pour lancer des entreprises coloniales. Elle-même affiche une réelle proximité avec plusieurs financiers de la couronne. Ça peut être utile. Elle a également une grande proximité avec plusieurs clercs de cour, donc les jésuites j'évoquais tout à l'heure. Surtout, à la cour, elle a appris à connaître des relais politiques extrêmement intéressants. Le prince de Condé et le fils du duc de Montmorency. Or, le second est amiral, donc avec une position qui peut être extrêmement intéressante pour organiser des expéditions navales. Et le premier a été promu, d'un titre pompeux mais qui est assez vide, lieutenant général en Nouvelle-France, puisqu'en fait il y a très peu d'expéditions. Deuxième réseau, elle a un intérêt pour la spiritualité de la réforme catholique. Son confesseur, son directeur spirituel, si vous voulez, est un père jésuite, qui est très proche d'autres pères jésuites qui s'intéressent à véritablement l'idée d'aller apporter le message catholique par-delà les mers. On est à une époque où il y a beaucoup de publications comme ça sur des missions, notamment les missions au Japon, à cette époque-là. Bon, vous avez pas mal de pères jésuites qui rêvent en quelque sorte de conversion et de martyr. Alors, je ne sais pas si on peut rêver de martyr, mais bon, c'est ainsi. Et puis, elle va mobiliser aussi des réseaux, alors je ne veux pas dire un réseau local, mais le Collège 2, notamment, va être mobilisé. Elle a également un réseau seigneurial. À travers la Roche-Guyon, elle bénéficie donc de revenus, et elle est en lien avec des agents aussi qui sont issus de son lignage d'origine, donc en Saintonge. Or, Saintonge, on n'est pas loin de La Rochelle, c'est-à-dire un endroit aussi très actif dans le commerce atlantique, et notamment avec un de ses entrepreneurs de colonisation, du Gade Mons. Et puis enfin, et peut-être surtout, son rôle économique, c'est-à-dire sa gestion des intérêts du lignage, fait qu'elle a des agents dans les ports normands, dans les principales villes normandes, notamment à Dieppe, Jacques Baudouin, ou à Gaillon, René Lecoq, qui est un très proche parent de plusieurs capitaines à Honfleur. Donc c'est-à-dire qu'elle dispose finalement du capital social et politique, du capital économique, mais surtout et du capital spirituel également, qui vont lui permettre de s'inscrire dans ces entreprises coloniales, de financer des entreprises coloniales. Le problème, c'est la distorsion avec les capitaines avec lesquels elle va s'associer. Des capitaines qui finalement n'ont pas grand-chose à faire des pères jésuites, qui vont un peu les abandonner dans l'hiver acadien, qui n'est pas des plus sympathiques, et ce dont évidemment Antoine de Pons va leur tenir rigueur. C'est-à-dire que pour le coup, l'hiver acadien va ensuite tomber sur ces capitaines qu'elle a financés et auxquels elle va imposer, du fait qu'ils ne respectent pas les accords conclus, de nouvelles clauses, tant et si bien que, alors si on peut remettre juste la carte, au début, donc en 509-510, Antoine de Pons finance et demande d'être associé dans un contrat,
signé en bonne et due forme, avec donc quelqu'un qui s'appelle Poutrincourt, qui s'intitule Seigneur de Port-Royal. 2 ans plus tard, eh bien, elle va l'obliger à signer de nouveaux contrats, et elle va s'arranger pour signer également des contrats avec d'autres entrepreneurs de colonisation, par lesquels elle va se voir conférer la totale propriété et souveraineté de l'Acadie, à l'exception de Port-Royal, c'est-à-dire tout le reste, sauf Port-Royal. Voilà. Et donc, entreprise, vous voyez, spirituelle peut-être, bien sûr, mais la question économique et politique n'est pas loin. Donc Antoinette de Pons, souveraine du Canada, non, mais souveraine d'Acadie, virtuelle, mais tout de même. Merci beaucoup. Du coup, Antoinette de Pons, une femme accomplie, une femme d'honneur, une femme également avant-gardiste, qui a su allier toutes les compétences entre l'utilisation opportune et positive de son mariage, le développement religieux, culturel, économique. Est-ce qu'il y a d'autres femmes de la même époque qui ont marqué également la Renaissance dans leur rôle de femmes politiques? Ce pragmatisme d'Antoinette de Pons, mais qui est très probablement fondé sur des convictions personnelles. Hein. Je pense qu'Antoinette de Pons, c'est vraiment une grande dame intéressée véritablement dans ce besoin de rechristianiser, par exemple, l'Europe et donc l'Acadie, de christianiser l'Acadie. Mais ce pragmatisme qui lui permet finalement de se saisir de toutes les occasions ne vient pas de nulle part. Il vient très probablement de son apprentissage, finalement, qu'a été son insertion dans le monde de la cour, véritablement. Et je pense qu'on pourrait revenir sur le tableau de Catherine de Médicis. On reviendra après cette lettre-là. Alors, Catherine de Médicis et ses enfants. Mais ça va revenir juste avant. Voilà, c'était là. Alors, là, c'est pas grave. Classiquement, la Renaissance est une époque assez paradoxale. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir des femmes au rayonnement politique extrêmement fort, Catherine de Médicis étant évidemment voilà, le paradigme absolu, et en même temps, une exclusion progressive du champ du pouvoir. Et il me semble qu'Antoinette de Pons en est aussi l'illustration. Vous voyez, sur ce tableau, Catherine de Médicis et ses enfants, bon, elle est telle qu'on se la représente à tout en noir, mais finalement, elle se fond presque dans l'arrière-plan pour préparer l'entrée en scène de ses enfants ici. Hein, c'est Catherine Junon, qui se représente comme Junon, c'est-à-dire régente, reine-mère incontournable, mais voilà, au service d'un ordre ici qui est présenté comme de plus en plus masculin. Et c'est là tout le paradoxe pour les femmes au XVIe siècle à la Renaissance de manière plus générale, avec un pouvoir dont les règles sont désormais de plus en plus édictées, de plus en plus écrites aussi, on parlait de coutumes tout à l'heure écrites, eh bien on va figer un certain nombre de règles qui ne vont pas nécessairement être favorables aux femmes. Mais ça ne les empêche pas, néanmoins, d'être là, d'être présentes, et d'exercer un véritable rôle. Prendre la diapositive suivante. Alors non, désolé, ça doit être celle d'après peut-être. Oui, voilà. Cette présence-là, cette présence politique, on la voit finalement quand on la voit et on la perçoit surtout à l'occasion des crises politiques. Vous avez ici une lettre d'Antoinette de Pons, donc peut-être vers 1594 ou 95. Alors pourquoi est-ce qu'elle est intéressante ? D'abord parce qu'elle indique dans cette lettre qu'elle a été récemment pourvue de la terre de Guercheville. Alors elle ne le dit pas, mais c'est Henri IV qui la lui a donnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour cette terre-là, elle doit rendre hommage à quelqu'un qui est
a été en tout cas une ennemie absolue d'Henri IV. Anne d'Este, duchesse de Nemours, mère du duc de Guise assassiné à Blois en 1588, oui, c'est ça, et qui fait partie du camp de la Ligue, donc très catholique, mais qui va petit à petit se rapprocher d'Henri IV, donc surtout après son retour à l'Église catholique en 1594. Or là, Antoine de Pons a du mal, à travers cette lettre, elle démontre qu'elle a du mal à obtenir d'Anne d'Este une sorte de sauf-conduit, si vous voulez, qui va lui assurer la possession de la terre qu'Henri IV lui a donnée. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant d'abord parce que ça veut dire que Antoine de Pons se retrouve ici entre Henri IV et celle qui a pu incarner un camp adverse. Donc toujours dans cette position intermédiaire. C'est intéressant aussi parce que ce type de lettre montre comment le dialogue et la paix peut advenir. C'est-à-dire qu'on va commencer par des choses a priori annexes. Voilà, discuter, j'ai telle seigneurie, mais pour entrer en possession de telle seigneurie, il faut que vous m'accordiez tel droit. Est-ce qu'on peut en discuter ? En quelque sorte, si je résume. Donc on crée un espace de discussion, et cet espace de discussion commence sur des choses finalement très techniques, économiques, par là. Mais sauf que petit à petit, on pourrait être amené à parler d'autres choses, puisque le dialogue est ouvert. Voilà, et c'est souvent une manière de procéder. Alors pour la petite histoire, ça c'est une écriture qui est merveilleuse quand on fait l'histoire du XVIe siècle, parce que ça n'existe pas normalement dans la France du XVIe siècle, les écritures sont assez horribles. Mais Antoinette de Pons a très sûrement appris à écrire avec un maître italien. Parce que cette écriture-là, c'est une écriture, en fait, une graphie italienne typique, plutôt des années 1540, 1550, 60, qui correspond justement avec les années de naissance d'Antoine de Pons. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Je vous remercie pour cet éclairage sur Antoinette de Pons et puis sur les femmes politiques à la Renaissance. Je propose de prendre quelques questions et puis on finira par un petit mot de conclusion. Je trouve que l'Assemblée est bien sage. Quand vous avez parlé de son rôle en académie, la question à ses contemporains sont peut-être rencontrer Montaigne, qui a un texte célèbre sur les cannibales. Est-ce qu'on sait si elle a rencontré des indigènes ou si elle avait eu une position, qu'est-ce qu'elle en pensait ? Alors, est-ce qu'elle a rencontré des indigènes ? Très bonne question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que des indigènes, enfin des Amérindiens, sont arrivés dans les ports normands ? La réponse est oui. C'est-à-dire que, alors pour des raisons d'ailleurs assez simples, donc Antoine de Pons passe de véritables contrats avec des capitaines, alors des contrats commerciaux, c'est-à-dire telle part des marchandises qui reviennent, les revenus, enfin les bénéfices seront pour elle et les autres pour le capitaine, bon très bien. Mais dans ces contrats, il y a aussi l'idée que les capitaines doivent pourvoir aux besoins des pères jésuites. Voilà. Sauf que les pères jésuites ne font pas un aller-retour. Parce que la mission de conversion, c'est pas bonjour, merci, au revoir. Enfin, ils restent. Enfin, ils sont censés rester sur place. Donc, le capitaine doit rapporter des preuves de l'activité missionnaire. Et la preuve la plus tangible, eh bien, c'est de ramener en France des Amérindiens convertis. Donc, des Amérindiens convertis sont arrivés, effectivement, dans le royaume de France. On sait que quelques-uns sont même allés à la cour auprès de Marie de Médicis. Donc, il y a toute probabilité pour qu'Antoine de Pons soit là. Voilà. Mais alors, à La Roche-Guyon, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on a encore une question ? Vous avez un micro derrière vous si vous voulez. Voilà. Il y a un document que j'ai vu au musée du Quai Branly il y a 1 an ou 2,
sur des Canadiens et il y a une pièce qui est conservée au trésor de la cathédrale de Chartres. Vous savez quelque chose là-dessus? Une pièce ancienne canadienne. Alors, c'est une excellente question. Non, là, je ne peux pas vous dire. Enfin, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que des fourrures, des objets fabriqués par des Amérindiens vont traverser l'Atlantique à partir des années 1550. Après, le problème, c'est que ces pièces-là, il est difficile de les dater avec précision, à moins de retrouver, par exemple, un inventaire dans l'arrivée, je sais pas, par exemple à Dieppe, des contenus précis des marchandises. Donc sur ces pièces-là, je ne peux pas vous répondre, mais ça ne m'étonne pas vraiment. Pour prendre un exemple très très précis, à partir des années 1550-60, vont être à la mode à la cour et à la ville des chapeaux en feutre de castor. Donc ils viennent évidemment de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Merci pour les questions. J'ai encore une question. Antoinette de Pons a eu 2 époux successivement. Mais en même temps, à ce moment-là, elle n'avait pas une majorité. Les femmes étaient dans une relative minorité. Or, elle a réussi à mener, avec 2 époux, ses affaires économiques, politiques, etc. Sur le plan politique, elle a eu la meilleure enseignement possible avec Catherine de Médicis, mais sur les aspects économiques, etc., elle a réussi à faire vraiment une carrière sans l'activité de ses époux parallèles. Alors ça, c'est une très bonne question. Elle doit beaucoup, elle doit une partie de sa position aussi à son premier époux, indéniablement, donc Henri de Silly. La question qui se pose, c'est celle de son remariage. Parce qu'il s'effectue à une date, donc avec Charles Plessis-Liancourt, qui est quand même assez intéressant. 1594, c'est vraiment le moment où Henri IV pacifie la France, reconquiert vraiment le pouvoir, et va redistribuer les charges et les fonctions. Et Charles Plessis-Liancourt fait partie de ces gens qui vont être récompensés, non pas parce qu'ils se sont ralliés, mais pour leur fidélité. Épouser Charles de Plessis-Liancourt en 1594, est-ce que là aussi cela relève du pragmatisme pour assurer une position? C'est possible. C'est d'autant plus possible qu'elle a eu donc un fils de son premier mariage, qui a dû forcément être consulté. Voilà. Après, on peut aussi le prendre comme une preuve de loyauté finalement vis-à-vis d'Henri IV. Henri IV qui donne des terres à Antoine de Pons. Enfin, voilà, jusqu'où va la réciprocité. Après, il faudrait trouver des sources que je ne connais pas pour être davantage affirmatif. Mais c'est certain que ce n'était pas nécessairement la solution la plus évidente. Parce que avoir un statut de veuve donne a priori, alors qui plus est avec un enfant et un fils en particulier, donne une assise sociale a priori plus pertinente, enfin plus libre en tout cas, que d'être remarié. Je pense que c'est le moment de clôturer. Merci beaucoup, Monsieur Tranier. Merci d'avoir fait la route jusqu'à nous pendant un week-end. Merci également de continuer à enseigner l'histoire à toutes nos générations et nos jeunes générations. Je pense que c'est absolument fondamental et on le voit bien aujourd'hui dans la situation géopolitique. Vous serez guidé pour la prochaine présentation par Élie Azria autour de la duchesse d'Anville.